Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 20 mai, je vous propose tout d'abord de revenir sur les résultats des élections générales de mi-mandat aux Philippines, avant de nous intéresser à la campagne électorale en Corée du Sud, en vue de l'élection présidentielle qui se tiendra le 3 juin prochain. Nous irons aussi à Hong Kong, où le Conseil législatif a adopté un texte qui vient durcir les termes de l'article 23 de la loi fondamentale sur la sécurité nationale. Et enfin, nous finirons ce petit tour de l'Asie-Pacifique au Japon avec des propos polémiques d'un député du parti au pouvoir sur la mémoire douloureuse de l'histoire de l'archipel d'Okinawa à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les élections générales de mi-mandat qui se sont tenues le 12 mai dernier aux Philippines ont vu un nombre record d'électeurs se rendre aux urnes avec un taux de participation historique pour des élections de mi-mandat, à savoir 82,22%. Le scrutin visait à élire 317 députés au sein de la Chambre des représentants, à renouveler 12 des 24 sièges au Sénat, mais aussi à élire plus de 18 000 représentants locaux dans des élections de niveau municipal et provincial. Un scrutin qui s'est déroulé dans un contexte de forte tension et de profonde division, aussi bien politique que sociétale, avec notamment l'incarcération à la haie de l'ex-président philippin Rodrigo Duterte, qui attend son procès pour crimes contre l'humanité à la Cour pénale internationale, mais qui est tout de même parvenu à être élu maire de la ville de Davao. L'autre enjeu qui dominait la toile de fond de ce scrutin était le procès de destitution de la vice-présidente Sara Duterte, fille de Rodrigo Duterte et ancienne alliée de circonstance de l'actuel président Ferdinand Marcos Jr., qui doit faire face au vote du Sénat d'ici le 30 juin. La famille Duterte a tenté, tout au long de la campagne, d'apparaître auprès des électeurs philippins comme victime de persécutions politiques de la part du camp présidentiel, car Sara Duterte risque, si le vote du Sénat aboutit à sa destitution, d'être inéligible aux prochaines élections présidentielles, où elle apparaît pourtant, pour l'instant, comme la candidate la plus robuste face au camp présidentiel. L'élection des sièges de la Chambre des représentants philippines se fait selon un système mixte, avec pour 80% des sièges des députés qui sont élus par les électeurs de leur circonscription qu'ils représentent à la Chambre. Et c'est le parti Lakas CMD qui soutient le président Marcos, qui reste dominant avec 104 sièges. Les 20% des sièges restants, à savoir 63 sièges au total, sont élus via un système de représentation sectorielle avec une liste fermée de groupes issus de secteurs sous-représentés de la société. C'est par exemple le Akbayan Citizens Action Party qui est arrivé en tête de ce scrutin en obtenant 3 sièges, dont le premier pour l'avocat des droits de l'homme Chel Diokno. Quant au Sénat, seuls 6 des 12 sièges ont été remportés par des membres de la coalition qui soutient le président, dont un sénateur dont la loyauté reste incertaine, un résultat qui met à mal la position du camp présidentiel, qui devra sans doute, au Sénat comme à la Chambre, chercher à faire alliance avec d'autres camps politiques, tels que peut-être les libéraux, et notamment avec les sénateurs Palolo Benigno Pam Aquino et Kiko Pangilinan, qui ont récupéré leur siège au Sénat à l'issue de ce scrutin. Le camp de Duterte a quant à lui remporté 4 sièges au Sénat, dont celui d'Imi Marcos, sœur du président mais alliée de Sara Duterte. Ce sont donc des résultats plutôt décevants pour le camp présidentiel, qui montrent aussi la fidélité des soutiens du camp Duterte et un retour des héritiers de la dynastie Aquino. Notons d'ailleurs que le fils aîné de Rodrigo Duterte a été élu député de la première circonscription de Davao, tandis que son fils Sébastien Duterte a été élu adjoint au maire de Davao et gouvernera donc sans doute à la place de son père, qui reste pour l'instant en détention aux Pays-Bas. Les nouveaux élus du Congrès philippin commenceront à siéger officiellement le 30 juin prochain. Élection toujours, mais cette fois-ci en Corée du Sud, où la campagne électorale express lancée en début de semaine dernière continue avec en ligne de mire le scrutin présidentiel du 3 juin prochain. La question de la mémoire historique s'est invitée dans le débat présidentiel dimanche à l'occasion de la commémoration du soulèvement de Gwangju, un soulèvement étudiant et syndical qui a eu lieu en mai 1980 en réaction au coup d'État mené le 17 mai de la même année par le général Chun Do-hwan,
qui avait alors imposé au gouvernement d'étendre la loi martiale à l'ensemble du territoire. Les étudiants et les ouvriers avaient alors pris le contrôle du centre-ville pendant plusieurs jours avant une répression sanglante par l'armée, faisant un bilan d'au moins plusieurs centaines de morts. Plusieurs candidats étaient présents dimanche à Gwangju pour la cérémonie de commémoration du 45e anniversaire du soulèvement qui s'est déroulée au cimetière national. Le candidat du Parti démocrate, Lee Jae-myung, favori du scrutin, a proposé d'inscrire la commémoration du soulèvement dans la Constitution pour se souvenir, je cite, des personnes qui ont donné leur vie pour combattre la dictature et défendre la démocratie. Car l'histoire du soulèvement de Gwangju fait écho avec les événements politiques des derniers mois en Corée du Sud, puisque l'ex-président Yoon Suk-yeol a été destitué suite à sa proclamation le 3 décembre dernier de la loi martiale dans le pays. Le candidat démocrate ne s'est donc pas privé de faire un parallèle entre les deux événements. Samedi d'ailleurs, l'ex-président Yoon Suk-yeol a annoncé son départ du People Powers Party, une initiative visant à donner plus de chances de victoire à son parti auprès de l'électorat modéré qui s'en est éloigné suite à sa déclaration de la loi martiale. Yoon Suk-yeol a déclaré que son départ était, je cite, « la meilleure décision qu'il pouvait prendre pour aider à assurer la victoire du parti à l'élection » et a demandé aux électeurs de voter pour le candidat du PPP, Kim Moon-soon, sans toutefois présenter d'excuses pour la déclaration de la loi martiale. Le porte-parole en chef du parti, Shin Dong-wook, a qualifié le départ de Yoon de tournant vers la victoire du parti dans l'élection présidentielle, affirmant que ce départ permettrait au parti de renaître. Lors du débat télévisé qui a été organisé dimanche, Kim Moon-soo a affirmé que s'il avait été au courant, il aurait sans doute essayé d'empêcher le président Yoon de déclarer la loi martiale, avant de reconnaître l'impact économique de la loi martiale qui, je cite, a fait beaucoup souffrir les petites entreprises. Le gouvernement hongkongais a promulgué mardi dernier un amendement de l'article 23, une loi adoptée en mars 2024 qui a contribué à réduire un peu plus les libertés individuelles tout en permettant aux autorités hongkongaises d'intensifier la répression contre l'opposition. Le gouvernement a utilisé une procédure d'approbation par défaut pour faire passer ce texte, permettant de publier l'amendement à la Gazette officielle sans réel débat au Conseil législatif, l'organe législatif de la région administrative spéciale de Hong Kong. Ainsi, le gouvernement a promulgué le texte moins de 24 heures après son introduction au Conseil législatif, lors d'une session extraordinaire de dernière minute. Un porte-parole du gouvernement, cité par le quotidien hongkongais Hong Kong Free Press, a déclaré que le plus tôt serait le mieux et que le texte permettrait, je cite, de faire face au paysage politique mondial de plus en plus turbulent. Toujours selon le quotidien hongkongais, le texte adopté la semaine dernière vient apporter une nouvelle définition de la sécurité nationale en calquant cette dernière sur celle utilisée en Chine, de même que pour celle du secret d'État qui recouvre désormais une acception beaucoup plus large. Le texte crée aussi une nouvelle infraction, celle d'ingérence externe, et élargit également la définition et les sanctions liées à l'espionnage. Autre nouveauté, le texte vient interdire l'accès à 6 lieux liés au Bureau chinois de protection de la sécurité nationale à Hong Kong, un bureau directement financé par le comité central du Parti communiste chinois qui siège à Hong Kong et qui a été établi en 2020 suite à la promulgation de la loi de sécurité nationale. Les peines et les amendes liées aux actions qui pourraient aller contre ce bureau, qui n'est d'ailleurs pas soumis à la juridiction hongkongaise, vont jusqu'à 7 ans de prison et 500 000 $ hongkongais, comme par exemple pour l'infraction qui consiste à révéler des mesures prises ou des enquêtes en cours menées par le bureau. Au Japon, un député du Parti libéral-démocrate a provoqué une polémique à la suite de propos qui rappellent l'attrait du révisionnisme au sein d'une frange conservatrice du parti au pouvoir. C'est le 3 mai dernier, lors d'un symposium qui s'est tenu à Naha, capitale de la préfecture d'Okinawa, que le député Shoji Ishiba a critiqué un monument aux morts, le mémorial Himeyuri Noto, situé à Itoman, dans l'île principale d'Okinawa, pour commémorer la mort de 227 adolescentes et professeurs de 2 écoles pour jeunes filles enrôlées dans l'armée japonaise pendant la bataille d'Okinawa. Les élèves et les professeurs, qui avaient à l'origine été recrutés pour servir à l'arrière, ont finalement été mobilisés lors de la sanglante bataille d'Okinawa pour s'occuper des blessés, creuser des tranchées et amener de l'eau aux soldats sur le front. C'est lorsque leur unité a été dissoute en plein milieu des combats et en fuyant que les jeunes filles ont été prises entre deux feux. D'autres se sont suicidés pour éviter d'être capturés, comme beaucoup de civils d'Okinawa qui étaient endoctrinés par l'armée japonaise et étaient persuadés que les soldats américains violaient et tuaient systématiquement les civils capturés.
Le député a affirmé que le monument était horrible et constituait un exemple de réécriture de l'histoire, en suggérant de manière erronée que la présence de l'armée japonaise avait mené à la mort des jeunes filles, tout en peignant l'arrivée des soldats américains comme une libération d'Okinawa. Cité par le quotidien japonais Asahi Shimbun, un représentant du mémorial a nié que le lieu véhiculait ce genre de récit, et le député lui-même s'est ensuite excusé partiellement quelques jours plus tard, le 9 mai, lors d'une conférence de presse dans laquelle il a reconnu ne pas se souvenir de ce qui était exactement écrit sur ce monument, qu'il a d'ailleurs visité il y a une vingtaine d'années. Le député s'est en fait excusé de ne pas avoir compris combien cette histoire était douloureuse et traumatique pour la population d'Okinawa, tout en affirmant qu'il ne retirait pas sa critique sur l'enseignement de l'histoire à Okinawa, en déclarant que l'histoire de la bataille d'Okinawa avait été déformée. Les propos du député ont été critiqués par plusieurs représentants et élus d'Okinawa, issus de l'opposition mais aussi du Parti libéral-démocrate, dont est issu le député. Le Premier ministre japonais Shigeru Ishiba lui-même a réagi la semaine dernière et s'est dit en désaccord avec les propos de Shoji Nishida, selon lesquels l'histoire de la bataille d'Okinawa était déformée. Le Premier ministre a plutôt tenté de dépolitiser la question en déclarant que cette bataille était, je cite, « le point de départ d'une réflexion sur la manière de garder les civils hors du champ de bataille lors des conflits ». C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.